L'IL-12, on avait commencé à en parler un tout petit peu. Je vous rappelle que c'est le médiateur qui est extrêmement important pour l'immunité innée en réponse aux microbes intracellulaires. Et ici, je vous ai rajouté une diapositive que vous avez déjà vue. Et vous voyez apparaître l'IL-12, c'est en vert, c'est-à-dire c'est typiquement une cytokine de l'inflammation, une cytokine pro-inflammatoire, alors qu'il y a des cytokines qui sont anti-inflammatoires. Vous vous souvenez que je vous avais expliqué que l'IL-12, je vais trop vite, vous vouliez les noter celles-ci. Virginie Lasserre, qui de temps en temps écoute les cours que je fais, dit qu'il y a beaucoup d'informations dedans, ce qui est gentil, mais il faut vous laisser le temps de digérer cette information. Donc là, vous avez des cytokines pro-inflammatoires. Vous retrouvez au passage le TNF-alpha, TNF-bêta dont on a déjà parlé, et vous retrouvez IL-1-alpha, IL-1-bêta dont on a déjà parlé. Et vous notez, puisqu'on reste 30 secondes sur ici, que vous trouvez dans les anti-inflammatoires, vous savez, l'IL-1RA, le récepteur antagoniste, l'antagoniste du récepteur de l'IL-1, l'antagoniste du récepteur de l'IL-1, qui, comme vous le savez, est un médicament. Donc là, on est sur l'IL-12, dont on avait dit 2 mots la dernière fois, et vous savez que l'IL-12, donc, on l'a d'abord identifié comme un activateur, en fait, des cellules NK, que vous avez ici, et on l'a identifié, et ça c'est important, comme stimulant, en fait, la production d'interférons gamma, que ce soit l'interféron gamma qui est produit par les cellules NK, ou que ce soit l'interféron gamma qui est produit par les cellules T, qu'elles soient T helper, T auxiliaire, et vous notez que ce n'est pas n'importe quel T auxiliaire, ça c'est une petite subtilité sur laquelle je vais m'étendre un petit peu plus, ce sont des sous-populations de T auxiliaires qui sont les sous-populations TH1. Donc, découverte de l'IL-12 parce que ça a activé ces cellules et ça faisait une sécrétion en fait d'interférons gamma par les cellules T, par les cellules NK. Bien. Alors, on a parlé de ça. L'IL-12, en fait, c'est produit par les macrophages, par les cellules dendritiques, donc qui sont les principales sources d'IL-12. Et en fait, ce qui va activer la production d'IL-12 par les macrophages et par les cellules dendritiques, vous le voyez déjà ici à droite, c'est lorsque la cellule dendritique ou le macrophage rencontre en fait une cellule T auxiliaire et la liaison physique, je vous rappelle, entre ces deux types de cellules, il y a une liaison qui rapproche deux molécules dont on a déjà parlé, qui sont CD40 et CD40 ligand, que vous voyez là, et tout ça va activer la production d'IL-12 en fait par ces cellules dendritiques ou par les macrophages. Autre chose en fait qui active la production d'IL-12, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Je viens de vous dire que l'IL-12, on l'a trouvé parce que c'était un activateur de certaines cellules qui produisaient de l'interféron gamma. Et là, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, un des activateurs en fait, de la production d'IL-12, c'est aussi l'interféron gamma. Donc vous avez un espèce de va-et-vient, et j'avais terminé, il me semble, là-dessus la dernière fois. Il y a une espèce de va-et-vient qui est par moments difficile à comprendre. Mais donc, l'interféron gamma
qui est produit par les cellules NK ou qui est produit, vous le voyez à gauche, produit par les cellules NK, et à droite, il est produit par les lymphocytes T auxiliaires, ben, cet interféron gamma, donc, active le macrophage et en fait active la production d'IL-12. De même, je vous avais dit que l'IL-12 activait la production d'interféron gamma par les macrophages ou par les cellules dendritiques. Donc là, il y a une espèce de boucle qui se fait d'activation. Alors l'IL-12 elle-même, c'est un hétérodimère fait de deux sous-unités. Une sous-unité qui fait 35 kDa, l'autre 40 kDa. Ça, on a vu la boucle ici. Vous avez un récepteur à l'IL-12. Le type de récepteur à l'IL-12 que l'on a, c'est donc celui-ci. L'IL-12, on le retrouve noyé au milieu, là. C'est donc un récepteur pour les cytokines de type 1. On le voit ici, il est là, le récepteur. Donc, récepteur pour l'IL-12. C'est là. Donc, vous avez le récepteur, vous avez la molécule. Maintenant, quelle est l'activité biologique? Alors, l'activité biologique, là, ici, on a des cellules présentatrices, des macrophages qui rencontrent l'antigène. Il y a des cellules T là, qui viennent activer aussi, ou qui sont reconnues, ou qui reconnaissent les macrophages. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien production d'IL-12. L'IL-12, elle agit sur toutes les cellules que vous voyez ici. Les cellules T, CD4, les cellules NK, les cellules T, CD8. Et première chose que vous savez maintenant, ce qui ne va pas être une surprise, c'est que ça va activer la production d'interférons par les cellules T, par les cellules NK. CT, vous notez bien à gauche totalement que ce sont des sous-populations T qui sont des cellules TH1, T helper 1. Il y a des cellules T cytotoxiques aussi. Pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? C'est parce que l'IL-12, non seulement ça stimule en fait la production d'interférons gamma par les cellules TH1, mais également IL-12, ça pousse les cellules T à aller se différencier en TH1. Ces cellules T, elles peuvent se différencier en TH1 ou en TH2, on le verra un petit peu plus tard. Là, ça les pousse à se différencier en TH1, qui vont être des cellules qui vont produire de l'interféron. Donc, production d'interférons. Vous notez également que ça agit sur les cellules T. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une fois que vous avez produit l'interféron, lui, il agit sur le macrophage et en fait, il active le macrophage qui finalement va vous débarrasser en fait du microbe qui était intracellulaire. Donc première action, ça c'était ce qui se passait à gauche. À droite, c'est toujours sous l'action d'IL-12. Qu'est-ce qu'elles font les cellules NK ou les cellules T cytotoxiques? L'IL-12 va contribuer à augmenter leur activité cytotoxique. La résultante de ça, c'est que ça va tuer les cellules infectées. Donc ici, vous tuez les cellules infectées. Donc on résume, l'IL-12, tout est sur ce schéma-là, ça a permis aux cellules T auxiliaires de se différencier en TH1 qui produisent de l'interféron gamma, ça active les NK qui produisent de l'interféron gamma, ça active les cellules T cytotoxiques qui produisent de l'interféron gamma, tout ça, ça active les macrophages qui vont tuer
ce qui est la bactérie intracellulaire. Toujours l'IL-12, ça augmente l'activité cytotoxique, soit des cellules NK, soit des cellules T cytotoxiques, et ça va tuer une cellule cible. Alors, un schéma qui vous dit exactement la même chose. C'est le même que tout à l'heure, mais c'est des animations un petit peu différentes. Donc, pour l'immunité innée, ici, il y a le macrophage qui produit de l'IL-12. Voilà. La cellule NK, qui est sensible à l'IL-12, produit de l'interféron gamma, qui agit elle-même sur le macrophage. Il y a déjà une activation du macrophage. Ça, c'est pour l'immunité innée. D'accord? Du côté de l'immunité adaptative, il y a eu également l'activation des cellules T auxiliaires qui ont activé, en fait, les macrophages elles-mêmes. C'est-à-dire, vous avez ce même balai IL-12, ici, interféron gamma. D'accord? C'est toujours la même chose, hein. C'est présenté. Il va même y avoir un troisième schéma qui va vous montrer, cette fois-ci calmement, ce que vous n'aviez pas vu, le schéma de l'immunité innée. Je vais doucement parce que l'IL-12, j'y ai passé 3 heures pour essayer d'arriver à expliquer à peu près clairement ce qui se passe avec l'IL-12. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça assez compliqué. Donc j'ai fait plein de schémas. Le dernier, c'est celui qui résume bien l'immunité innée. Alors, le microbe, ici, il va être reconnu par les macrophages, par les cellules NK. Qu'est-ce qui se passe? Le macrophage produit de l'IL-12 qui active le NK, qui produit de l'interféron gamma, qui active le macrophage. Je remonte parce qu'à chaque fois, tous les schémas que je vous montre, ils donnent le même message. Voilà, activation. Ensuite, il ne faut pas oublier ce que vous avez appris déjà maintenant. Vous avez appris ce que faisait le TNF-alpha, l'IL-1, les chimiokines. Vous vous souvenez de ça? TNF-alpha, IL-1 qui avaient des actions très proches, les chimiokines. Tout ça, ça a permis aux neutrophiles, aux monocytes de s'arrêter à un moment donné. Vous savez, ils ont commencé par rouler, puis ensuite ils se sont arrêtés. Ils ont attrapé les cellules endothéliales par 2 bras. Ils sont passés de l'autre côté. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis, il y a autre chose, c'est que les cellules NK, les macrophages eux-mêmes, activent les monocytes et les neutrophiles. Toutes ces cellules se retrouvent au niveau de l'infection et ça vous provoque l'inflammation. C'est ça l'inflammation. Ça va? Donc vous les reverrez calmement une fois que j'aurai compressé tout ça pour vous l'envoyer. Mais le schéma, c'est bien celui-là. IL-12, interféron gamma, activation, TNF-alpha, IL-1, ça sort, activation, inflammation. Voilà. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé d'essais cliniques qui avaient été difficiles pour les volontaires sains avec un anticorps qui était dirigé contre la molécule CD28. D'accord? Et là, vous apercevez que lorsque je vous montre ça parce que c'est assez vieux en fait, ça date de 95, mais je vous le montre pour souligner tout de même que toutes ces cytokines que je vous montre, c'est tout de même des molécules qui sont extrêmement actives et de temps en temps elles ont des effets délétères dramatiques puisque là ça a donné 2 morts en fait.
c'est des patients qui étaient traités pour des cancers avec l'IL-12 et en fait, on ne savait pas à l'époque bien manipuler les doses d'IL-12 et ça a donné tout de même 2 décès. Vous verrez d'autres molécules que l'on utilise, notamment une qui s'appelle le Tysabri, pour lesquelles, dès qu'elle a été mise sur le marché il y a quelques années, c'est 2-3 ans, hein, elle a donné 3 morts dans les premiers mois, et malgré ça, la molécule a été réintroduite sur le marché. Parce que malgré le fait que ce soit des molécules qui ne sont pas faciles à manipuler, elles sont tellement actives et elles rendent tellement de services qu'en fait, cette molécule est revenue sur le marché. IL-12, pour l'instant, elle n'est pas sur le marché. Un autre schéma que je vous montre, c'est pour vous montrer que cette fois-ci, c'est pas... Quand je vous ai dit ces cytokines, j'y passe beaucoup de temps et c'est un chapitre important parce que ce sont soit elles-mêmes des médicaments, on a vu que pour l'IL-12, ça n'avait pas très bien marché, soit des cibles de médicaments. Là, en l'occurrence, c'est des essais cliniques qui sont faits avec un anticorps anti-IL-12. C'est un anticorps entièrement humain qui est anti-IL-12. Alors, IL-12, c'est fait. Interféron de type 1. Ah, ça c'est important. Les interférons de type 1, c'est une très large famille de cytokines qui ont des structures similaires et qui en fait sont des médiateurs importants, des cytokines importantes pour la réponse immune innée contre les virus. En fait, interféron, ça veut dire interfère avec l'infection virale. Interféron, c'est ça, interfère avec infection virale. Alors, il y a beaucoup de types d'interférons, on va le voir, mais ils sont tous codés, ces interférons de type 1, dans un seul cluster de gènes qui est sur le chromosome 9. Et chez l'homme, on a en fait subdivisé les interférons de type 1 en 2 sous-types différents. En fait, les interférons alpha, que vous allez voir apparaître, dont il y a 13 sous-types différents. Il y a également les interférons bêta. Vous avez d'autres sous-types dont on parle moins, qui sont interférons epsilon, kappa, oméga. Et tout ça est différent, et on en parlera plus tard, et ce n'est pas à confondre avec les interférons de type 2, qui est l'interféron gamma. Et lorsque je vous parlais tout à l'heure, vous savez, de ce balai IL-12 interféron, c'est un balai avec IL-12 interféron gamma. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas de l'interféron gamma, on est sur les interférons de type 1, c'est-à-dire essentiellement les interférons alpha ou bêta. Alors, les interférons alpha, ils sont produits par les cellules phagocytaires mononucléées et des cellules dendritiques un petit peu particulières qu'on appelle les cellules dendritiques plasmacytoïdes. Donc, interféron alpha, les phagocytes mononucléés et des cellules dendritiques un petit peu particulières. Pourquoi elles sont particulières? Tout simplement parce que leur spécialisation de ces cellules dendritiques, cellules présentatrices d'antigènes, c'est justement de fabriquer de l'interféron alpha. Interféron alpha, il y en a 13 sous-types. L'interféron bêta, par contre, il n'y en a qu'un seul sous-type. Et l'interféron bêta, c'est produit par énormément de cellules, par exemple, par les fibroblastes. Alors, qu'est-ce qui va, en fait, vous stimuler
par les différentes cellules que l'on vient de voir, ici, la production d'interférons. En fait, ce qui va stimuler la production d'interférons, par exemple par des, ici, macrophages, des cellules phagocytaires mononucléées, les macrophages, c'est le fait que vous avez ces fameux toll-like récepteurs que vous voyez ici, et des toll-like récepteurs, on le reverra ça, vous apercevez qu'ils sont à la fois à la surface du macrophage, ici, et ils sont également à l'intérieur du macrophage. Ils ont tous des noms, donc toll-like récepteurs, TLR 1, 2, 3, 5, 6. Et en fait, si on regarde ce que reconnaissent ces différents toll-like récepteurs, on va le voir apparaître là, on s'aperçoit que ces toll-like récepteurs, notamment, reconnaissent très bien ici des ARN viraux, double brin, simple brin, ici. Là, celui-ci, il reconnaît des protéines d'enveloppe virale. Donc, vous avez tous les toll-like récepteurs qu'il vous faut pour reconnaître un virus sous toutes ses formes. Soit ici, vous reconnaissez l'enveloppe du virus, soit ici, vous reconnaissez son ARN qui soit simple brin ou double brin. Donc ça, maintenant, vous avez reconnu. Hop. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez reconnu? Vous allez produire vos interférons de type 1, en particulier lorsqu'il y a l'interaction du macrophage qui est viro-infecté avec une cellule T auxiliaire. Donc, rôle des cellules T auxiliaires à chaque fois. Vous avez, pour reconnaître ces interférons de type 1, une fois qu'elle a été produite, il y a des cellules qui doivent être capables de reconnaître ces interférons de type 1. Elles reconnaissent ces cellules grâce à un récepteur. Cette fois-ci, c'est un récepteur de cytokine de type 2, dans lesquels vous voyez ici l'interféron alpha, bêta. Au passage, c'est le même type de récepteur qui va vous reconnaître un autre interféron dont on ne parle pas tout de suite, qui est l'interféron gamma. Donc vous avez maintenant le récepteur. Alors qu'est-ce que vous allez faire? En fait, le rôle des interférons de type 1, alpha, bêta, d'abord, ça inhibe ici la réplication virale. En fait, ça interfère avec la transcription de l'ADN ou de l'ARN viral. Donc ici, c'est une action qu'on voit ici. Vous avez une cellule qui n'est pas infectée par un virus, mais ici, l'interféron agit tout simplement en agissant sur l'inhibition donc de la réplication virale. Ça, c'est une cellule qui n'est pas encore infectée par un virus, donc mieux vaut prévenir que guérir. Vous empêchez en fait le virus de se répliquer et vous protégez un petit peu les cellules pour les empêcher d'être envahies par trop de virus. Ensuite, vous avez une cellule à droite, contrairement à gauche, qui a été infectée par un virus. Cette fois-ci, l'interféron qui vient sur son récepteur, ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, vous le voyez, augmenter l'expression des molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Si vous augmentez l'expression des molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Hop, vous allez pouvoir augmenter la présentation des antigènes viraux, cette fois-ci. La présentation des antigènes viraux, ça n'a plus de secret pour vous.
Et molécule de classe 1 qui présente un antigène viral, ça va faire un lymphocyte T cytotoxique qui va venir en contact de la cellule viro-infectée pour la tuer. Alors, donc, ça inhibe la réplication du virus. La cellule qui est viro-infectée, augmentation de la présentation des molécules de classe 1, action des cellules T cytotoxiques. Une autre action de l'interféron, c'est que ça stimule le développement des sous-populations TH1. Alors, je passe, dans quel ordre j'ai mis ça? Oui, alors, autre chose avant, toujours activité avant de vous parler des sous-populations de TH1. Une autre activité, en fait, des interférons de type 1, qui est important aussi, c'est que ça active, en fait, les cellules NK. Et là, il y a une petite subtilité qu'il faut remarquer, c'est que ici, j'ai fait agir une cellule T cytotoxique pour lesquelles il y avait une présentation de l'antigène qui avait été augmentée parce que l'interféron avait augmenté l'expression des molécules de classe 1. Donc, augmentation de la présentation de l'antigène et action des cellules T cytotoxiques. Mais il y a des virus qui sont extrêmement subtils. Eux, ils vont empêcher la production de molécules de classe 1 du CMH. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez une cellule qui a été viro-infectée, mais qu'est-ce que vous voyez? À sa surface, il n'y a plus pratiquement de molécules de classe 1 du CMH. Et il faut bien qu'on ait un système, il faut bien que le système immunitaire ait le moyen d'éliminer ces cellules pour lesquelles le virus a rusé et a empêché l'expression des molécules de classe 1 du CMH. Ben, les cellules qui sont actives, on verra comment, lorsque une cellule cible a perdu ces molécules de classe 1 du CMH, ce sont les cellules NK. Et il se trouve que les interférons de type 1, également, ça active les cellules NK qui vont pouvoir aller tuer, en fait, la cellule cible qui est viro-infectée, mais qui n'a plus de molécules de classe 1 pour présenter l'antigène. Heureusement qu'on a les NK. Bien. Ensuite, ce que je vous avais dit, ce que je commençais à vous dire, c'est que en fait, l'interféron ou les interférons de type 1, ça stimule le développement des sous-populations TH1. Alors, il faut savoir que les lymphocytes T auxiliaires, TH, au départ, ils sont TH0 et ils produisent, notamment, ils sont capables, ces cellules, de produire de l'IL2 dont on reparlera abondamment, de l'IL4 et de l'interféron gamma. Hein? Mais ensuite, ces cellules vont se différencier soit en TH1, et les TH1, c'est un profil un petit peu particulier, on verra en termes de production de cytokines, soit en TH2. Donc, vous pouvez devenir soit TH1, soit TH2. Et le fait, ça c'est un message important, ces TH1 et ces TH2 produisent elles-mêmes un certain nombre de cytokines. Ça, typiquement, vous retrouvez des cytokines qui sont les cytokines typiques produites par les T auxiliaires 1, IL2, interféron, TNF-alpha, TNF-bêta. TH2, ça produit d'autres cytokines. Le fait que
des lymphocytes T auxiliaires vont devenir TH1 ou TH2, c'est aussi dépendant de cytokines. C'est-à-dire c'est des cytokines qui vont pousser des lymphocytes T auxiliaires à devenir plutôt TH1 ou plutôt TH2. Le fait que vous soyez poussé à devenir plutôt TH1 ou plutôt TH2, ça a des conséquences extrêmement importantes, puisque les TH1, ça va plutôt stimuler l'immunité à médiation cellulaire, alors que les TH2, ça va plutôt stimuler la production d'anticorps. Et le fait que vous soyez TH2, ça va même plutôt supprimer ou diminuer l'activité de l'immunité à médiation cellulaire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, le fait que vous poussiez le système immunitaire ou les cellules T auxiliaires vers des sous-populations TH1 ou TH2, c'est pas anodin, puisque ça va vous guider le type de réponse immunitaire que vous allez faire. Et ce qui va vous guider les précurseurs des TH1 ou TH2 à être TH1, TH2, c'est également des cytokines. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est que l'interféron ou des interférons de type 1, ça pousse plutôt les cellules à être du côté des cellules TH1. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, autre chose aussi, et ça c'est pratique, c'est que les interférons de type 1, ça favorise la séquestration en fait des lymphocytes dans les ganglions. On a déjà vu le fait que cette séquestration, ce trafic des lymphocytes dans les différents organes, ce trafic dépend de cytokines, ça dépend en particulier de chimiokines, ça on a déjà vu ça. On a déjà vu qu'il y avait des chimiokines qui étaient exprimées de façon constitutive pour justement attirer par exemple les lymphocytes au niveau des cellules endothéliales épaisses qui sont dans les ganglions. Vous vous souvenez de ça? Il y avait d'autres chimiokines qui étaient induites par l'inflammation, par l'infection, mais vous en avez qui étaient exprimées de façon constitutive. Enfin, l'interféron ou les interférons de type 1, ça favorise en fait la séquestration, le fait que les lymphocytes T aillent dans les ganglions, et ça, on en aura bien besoin. Alors, ça c'est simplement une chose pour vous souveniez d'une chose, c'est qu'au départ, il y a une balance entre TH1 et TH2, et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sous l'influence des interférons de type 1, la balance, elle va pencher de ce côté-là. Voilà. Alors, c'est important de parler de ces interférons de type 1 parce que derrière les interférons alpha ou derrière les interférons bêta, on fabrique des interférons qui sont des médicaments. Et vous voyez qu'il y a des interférons que l'on fabrique par génie génétique, et il y en a qui sont plus proches des interférons humains, notamment au niveau des glycosylations. On verra ça un petit peu plus en détail. Mais derrière tout ça, vous avez des médicaments que vous voyez apparaître ici. Alors, à quoi servent ces médicaments? Ils servent d'une part pour les interférons de type 1, interférons alpha, pour le traitement de certaines formes de leucémie, pour le traitement d'hépatite B ou d'hépatite C, alors que, en fait, les interférons bêta, ils servent, eux, pour le traitement de maladies auto-immunes qui est la sclérose en plaques. Type 2, on verra ça un petit peu plus tard. Alors là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est l'Avenex. Alors, quand le nom est compliqué,
parce que je me souviens jamais quels sont ceux qui sont humains ou pas. Quand c'est compliqué, c'est humain. Donc alpha 2b, c'est humain. C'est plus compliqué que alpha 2a. On est d'accord? Et pour les bêta, c'est bêta 1a qui est humain. C'est plus compliqué que bêta 1b. Donc c'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir quels sont ceux. Non. Alors là, vous avez l'Avenex. C'est bêta 1a, donc c'est de l'interféron humain. Ici, traitement de la sclérose en plaques. Ici, rebif. Voilà. Traitement de la sclérose en plaques aussi. Bien. Autre cytokine, l'interleukine 10. Alors, là, l'interleukine 10, pour la première fois, alors qu'on a toujours vu jusqu'à présent, à une exception près, en dehors de IL-1RA, l'antagoniste du récepteur de l'IL-1, jusqu'à présent, on avait vu essentiellement des cytokines pro-inflammatoires. Maintenant, vous allez voir apparaître, à côté de ces cytokines pro-inflammatoires, on a fait celle-ci, on a fait celle-ci, on a fait celle-là. Là, on avait fait celle-ci, et maintenant, on vous parle de l'IL-10. Et l'IL-10, c'est un inhibiteur de l'activité des macrophages et des cellules dendritiques. Alors, c'est une cytokine qui est dimérique, qui se lie de façon non covalente, bien entendu, à un récepteur que l'on va voir ici. Il est là, toujours noyé, le récepteur pour l'IL-10. Alors, la production de l'IL-10, vous l'avez ici. Quelles sont les cellules qui produisent l'IL-10? Ce sont des cellules T. Alors, elles sont un petit peu particulières, ces cellules-là. Elles n'ont pas tout à fait la même couleur que les autres. Vous n'avez pas fait attention, c'est des cellules T régulatrices. Elles sont un tout petit peu orangées. D'accord. Cellules T régulatrices, qui sont justement les cellules, on les avait vues quand je vous avais fait dans le 2e ou 3e cours des sous-populations lymphocytaires. Vous avez vu que il y avait les T auxiliaires, il y avait les T cytotoxiques et il y avait des T régulatrices qui sont chargées de freiner en fait la réponse immune. Donc l'IL-10 qui justement va freiner la réponse immune est produite par ces cellules T régulatrices, également pour les macrophages et également par différentes cellules, en particulier par les kératinocytes. Donc ce ne sont pas des cellules lymphoïdes. Alors l'effet, vous l'avez aussi sur la même diapositive, et vous apercevez que par exemple pour le macrophage, c'est assez curieux comme effet, parce qu'il est à la fois produit par le macrophage, mais qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci? Il inhibe l'action du macrophage. Et on verra comment. Inhibition également de l'action des cellules dendritiques. Et qu'est-ce qui se passe s'il inhibe ça? C'est que bien entendu, il va y avoir une diminution de la production d'IL-12. Vous venez de voir que l'IL-12 c'était produit par les macrophages, par les cellules dendritiques. Et comme maintenant vous savez qu'une des actions de l'IL-12 c'est de produire de l'interféron gamma, si avec l'IL-10 je freine les macrophages, les cellules dendritiques, je freine la production d'IL-12 et je freine la production d'interféron gamma. L'IL-10 aussi, ça inhibe l'expression des molécules costimulatrices de ces récepteurs costimulateurs que l'on trouvait sur les cellules T, par exemple CD28, et ça inhibe aussi l'expression des molécules de classe 2. Donc, ça c'est bien parce que ça vous permet en fait de freiner la réponse immune et de terminer l'action des macrophages. Alors,
Il y a d'autres cytokines de l'immunité innée. L'IL-6 par exemple. L'IL-6, c'est une cytokine à la fois de l'immunité innée d'ailleurs et de l'immunité adaptative. C'est synthétisé par les phagocytes mononucléés, mais aussi par d'autres cellules qui sont les cellules endothéliales vasculaires, ça produit l'IL-6, des fibroblastes, d'autres cellules. C'est aussi fait par des cellules T. Alors, dans l'immunité innée, ça stimule en fait la synthèse de protéines de l'inflammation. Et une action qui est importante de l'IL-6, c'est que ça stimule la production en fait de neutrophiles à partir des progéniteurs qui sont dans la moelle osseuse. C'est-à-dire ça vous sert l'IL-6 à recruter en fait ces progéniteurs et ça les active pour qu'il y ait une plus forte production de neutrophiles. Ça stimule aussi, on le verra à un moment donné, l'IL-6, vous allez la rencontrer plusieurs fois. Ça stimule en fait également la croissance des cellules B. IL-15, toujours cytokine de l'immunité innée. C'est une cytokine qui est importante en fait pour stimuler la croissance et la survie à la fois des cellules T et à la fois des cellules NK. Et ça, c'est une cytokine qui est produite par les phagocytes mononucléés. Deux mots sur l'IL-18. L'IL-18, ça a une structure qui est assez proche de l'IL-1, mais sa fonction IL-18, c'est différent, c'est d'augmenter la production d'interféron gamma par les cellules T. Et ça, c'est un effet synergique. Vous avez vu que l'IL-12, ça faisait la même chose, hein. Ça augmentait la production de l'interféron gamma par les cellules T. L'IL-18, ça agit en synergie également avec l'IL-12. Alors, vite, là, je commence à avoir une kyrielle de cytokines. En fait, comment tout ça, ça marche? Tout dépend du type d'infection que vous allez avoir, selon que c'est une infection par exemple bactérienne, c'est une infection virale ou c'est une infection parasitaire. Alors, si c'est une infection qui est une infection bactérienne, lorsque vous avez des bactéries qui sont extracellulaires, les cellules qui vont répondre, ce va être les macrophages. Et dans ces cas-là, on regarde ce qui se passe. Vous avez un schéma ici que vous connaissez bien. Et vous voyez que ces cytokines, dans le temps, apparaissent de façon séquentielle. Ici, vous avez d'abord le TNF qui apparaît, ensuite IL-1, ensuite IL-12. Donc, je remontre. Hop. TNF, IL-1, ça vous fait sortir les cellules. Et IL-12, ici, ça vous active le macrophage. Et à la fin, tout de même, tiens, je m'aperçois qu'il faut que je fasse une correction. Ça n'a rien à faire, ça. Bien. Donc, ça, c'est donc pour des bactéries extracellulaires. Les bactéries extracellulaires, c'est celles qui vous forment, vous savez, du pus. Quand vous avez une petite infection purulente, c'est dû à ces bactéries qui sont extracellulaires.
Et les cytokines qui sont importantes, vous l'avez vu ici, c'est en particulier donc IL1, TNF, bien sûr les chimiokines et bien sûr l'IL12. Mais l'IL12, c'est encore plus important lorsque ce sont des bactéries qui sont intracellulaires. Donc, extracellulaire, j'avais besoin de TNF, d'IL1, de chimiokines, d'IL12, d'interférons, mais IL12 interférons, c'est également extrêmement important lorsque j'ai des bactéries qui sont intracellulaires. Lorsque par contre j'ai des infections virales, dans ces cas-là, de quoi j'ai besoin? D'interférons. Donc vous voyez que les différentes cytokines dont on vient de parler là, on les met plus en avant, on fait plus appel à ces cytokines suivant le type d'interféron, le type d'infection. Les cellules d'ailleurs auxquelles vous faites appel en fonction du type d'infection, lorsque vous avez une bactérie extracellulaire, une bactérie pyogène, les cellules qui sont les plus importantes, ce sont les neutrophiles. Lorsque c'est une bactérie intracellulaire, ça va être plutôt les macrophages. Et lorsque ce sont les infections virales, vous avez l'action des lymphocytes T cytotoxiques, mais des cellules qui sont importantes, c'est les cellules NK, celles qu'on a vues tout à l'heure. Celles qui sont capables d'agir, même si vous n'avez pas de molécules de classe 1. Bon, donc on a un petit peu classifié toutes ces cytokines. On peut commencer les cytokines qui médient et régulent l'immunité adaptative. Donc, bien que ce soit un petit peu artificiel, hein, toutes ces séparations, mais on va parler maintenant d'autres cytokines dont le rôle est plus important pour l'immunité adaptative. C'est des cellules qui ont un rôle de régulation de la prolifération et de la différenciation des lymphocytes après la reconnaissance de l'antigène. Donc c'est des cytokines qui agissent en fait dans la phase activatrice de la réponse immune adaptative et qui vont permettre à des cellules du système immunitaire de se transformer en cellules effectrices. Donc ce sont des cytokines importantes pour l'activation de l'immunité adaptative et phase activatrice. Donc on voit ça ici, immunité adaptative ici, et vous voyez apparaître les cytokines qui sont importantes. Vous voyez apparaître enfin l'interféron gamma, donc je vous ai dit il va apparaître plus tard, et vous voyez apparaître une cytokine de l'immunité adaptative très importante qui est l'IL2. Donc ça, toutes ces cytokines se mettent en route une fois qu'il y a eu une reconnaissance ou une présentation de l'antigène aux cellules T, et ça va vous permettre l'activation des cellules T, ce que je viens de vous dire, et ça va vous permettre ensuite la différenciation d'un certain nombre de cellules en cellules effectrices pour vous permettre d'agir contre l'infection. Et la première interleukine importante, c'est l'IL2. Alors l'IL2, c'est en fait un facteur de croissance, de survie et de différenciation des lymphocytes T. Et ça a un rôle de régulation de la réponse cellulaire T, parce que ça agit beaucoup aussi, l'IL2, sur des cellules T régulatrices. Donc ça régule. Alors, qu'est-ce qui produit les cellules T?
Les cellules T, c'est produit essentiellement, en fait, par les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes T CD4+. Quand on parle de T CD4+, il y a à la fois les lymphocytes T auxiliaires, mais les cellules T régulatrices, ce sont également des cellules T CD4, ce que l'on ne sait pas depuis très très longtemps. Autre chose, cette production, donc, c'est une production qui est en fait tout à fait transitoire, et il y a simplement un pic de sécrétion d'IL2 à peu près 8 à 12 heures après l'activation du lymphocyte T. Donc il y a un pic. On va voir tout ça illustré. Ça sécrète l'IL2 dans la synapse immunologique entre la cellule T et la cellule présentatrice. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cette synapse, vous avez aussi le récepteur de l'IL2. Alors on va voir tout ça illustré, parce que ça fait beaucoup de messages. Donc, premier message, IL2, c'est une production qui est transitoire, 8 à 12 heures après la présentation de l'antigène aux cellules T, puisque c'est bien lui qui va, c'est bien l'antigène qui va être présenté à ces cellules T auxiliaires qui se mettent 8 à 12 heures plus tard à produire de l'IL2. C'est assez long finalement, 8 à 12 heures. Ensuite, ce que je viens de vous dire, c'est que c'est IL2 qui est produit. Vous notez une chose, c'est que vous produisez de l'IL2, mais vous avez également la production du récepteur. Tout ça se faisant dans la synapse. Et là, ce qui est évident, c'est que si vous avez l'IL2 et son récepteur, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une boucle autocrine, puisque la même cellule produit à la fois l'IL2 et à la fois le récepteur. Donc vous avez une boucle autocrine.